Bon, dans cette deuxième partie du cours, donc on va approfondir tout ce qu'on a vu juste avant et on va aller même encore plus loin. Donc là, ça va être vraiment très intéressant et on va pas juste survoler les sujets. Donc déjà, on va essayer de s'intéresser au comportement du marché et comment les facteurs qui influencent le prix fonctionnent. Donc en fait, ce qui influence le prix, c'est très simple, hein, c'est l'offre et la demande principalement. Donc quand quelqu'un veut acheter un produit, il va juste regarder l'offre qui est disponible. Et pareil, quand quelqu'un va vendre un produit, il va voir la demande qui est disponible. Donc là, j'ai pris par exemple le prix d'une voiture. Alors faites pas attention ici, j'ai inversé 20 000 et 15 000. Mais vous allez voir, vous allez quand même comprendre. Donc par exemple, pour une voiture, admettons que quelqu'un, allez, un concessionnaire, il ait 5 voitures à vendre et qui ait 10 acheteurs. Mais si ces 10 acheteurs ils sont intéressés par la voiture et ils veulent l'acheter à ce prix-là, donc par exemple, on va dire qu'ils veulent l'acheter ici à 35 000 euros, bah, que va faire le vendeur pour avoir seulement euh, 5 personnes qui achètent ces 5 voitures, puisque pas vendre à 10 personnes, il va juste augmenter le prix, donc par exemple vers 40 000 euros, et à 40 000 euros, peut-être qu'il y aura du coup sur les 10 personnes intéressées, seulement 5 qui le seront encore. Et à ce moment-là, si les 5 sont intéressés et qu'il y a 5 voitures, on atteint le prix d'équilibre et les transactions se font naturellement. A contrario, si d'un coup, voilà, il monte le prix à 40 000 et qu'il ouais, il a 5 voitures à vendre, mais que maintenant il n'y a plus que 2 personnes intéressées, bah, lui, il veut quand même vendre et couler son stock. Donc ce qu'il va faire, il va baisser le prix pour que le nombre de personnes soient intéressées et qu'il puisse tout vendre. Donc ça, c'est vraiment l'offre et la demande, c'est très simple. Si un prix est trop cher, les gens n'achèteront pas, mais vu que le vendeur veut quand même écouler son stock, il va s'aligner au prix du marché, le prix que les gens sont prêts à payer pour ce produit, et il va s'aligner. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va voir après sur nos graphiques. Donc là, en fait, ce que je vous ai dessiné, c'est comme si c'était un graphique en ligne, euh, mais c'est pour une voiture avec un intervalle de temps. Donc ça représenterait ça, en fait, sur un graphique comme on verrait. Donc avec des différences de prix, des mèches, donc ça on a vu dans le cours d'avant, ça c'est chandelier japonais. Donc avec une différence de prix, des patterns qui sont instaurés dans ces graphiques et qu'on peut repérer pour ensuite établir les stratégies. Donc on a aussi des facteurs économiques, les événements géopolitiques et les changements de marché. Donc facteurs économiques, bah, par exemple, si on a, euh, bah, voilà, par exemple, le dernier en date, c'était le Covid. Le Covid, ça nous a fait une crise économique puisque personne ne pouvait aller travailler quasiment, et du coup le prix des matières premières a explosé, ou même un événement géopolitique, voilà, la guerre en Ukraine, c'est un très bon, très bel exemple. Avec la guerre en Ukraine, le pays est paralysé, donc tout ce qui était produit par le pays explose. Et du coup, bah, ça influence les prix de ce qu'on achète au quotidien. Et donc après, on a le sentiment de marché, c'est un peu plus, c'est plus de la psychologie, on va dire. En fait, c'est l'effet boule de neige. Par exemple, si quelqu'un dit non, je ne crois plus en cette entreprise, et que tout le monde commence à croire la même chose que cette personne, plus personne ne croit en cette entreprise. Donc il n'y a eu ni facteur économique, ni événement géopolitique, mais plus personne ne croit en cette entreprise, donc tout le monde veut vendre ses actions et s'enfuir, entre guillemets, et du coup, bah, le prix va baisser. Ou alors, au contraire, si tout le monde dit oui, cette entreprise est géniale, alors qu'il n'y a fort pas eu, on va dire, de grandes nouveautés, bah, tout le monde va croire que c'est génial, et par effet de foule, ben, le prix va augmenter. Donc là, gestion du risque, on est vraiment sur le cœur du métier du trader. C'est hyper important, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin dans l'autre cours, mais c'est primordial. Sans gestion du risque, vous ne pourrez même pas trader, c'est impossible. Il y a une stat qui est sympa, c'est 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 mois, vous avez perdu 90% de votre argent. Si vous êtes débutant, et en fait, c'est une stat qui, même si vous n'êtes pas débutant, c'est la réalité du métier. En fait, 90% des gens sur le marché sont ultra perdants en moins de 3 mois. Et en général, ils se font raser, et c'est terminé, on ne les revoit plus jamais hein, sur le marché. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, vous devez, en tout cas, vous arrivez en 3 mois, vous devez instaurer une gestion du risque
impeccable, vraiment irréprochable et être hyper discipliné. Et même en ayant une gestion du risque impeccable, disciplinée, etc., vous perdrez sur le marché. En tout cas, au début, vous ne gagnerez pas d'argent, c'est impossible, puisque vous allez compétitionner contre des gens qui sont meilleurs que vous, qui sont plus riches, plus intelligents, plus rapides, qui ont des meilleures machines, etc. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes sur le marché, si vous avez un mois d'expérience, ben, vous allez tomber contre des gens qui ont pas qu'un mois d'expérience. Vous êtes les uns contre les autres. Si vous êtes sur le marché avec un mois d'expérience, par exemple, vous tombez contre moi sur le marché, je vais vous exploser. Mais aussi moi-même, sur le marché contre quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, si je suis pas équipé, je vais me faire exploser. C'est comme rentrer dans un ring de MMA, d'accord? Vous n'avez jamais fait de MMA de votre vie, et on vous demande de vous battre contre Cyril Gann, par exemple. Et on vous dit, allez, vas-y, fais de ton mieux. Non, vous allez vous faire atomiser, et là c'est pareil. Donc c'est pour ça aussi qu'on préconise d'avoir des comptes démo, etc. pendant un long moment, afin de faire son expérience sur le marché. Euh, mais en fait, ce sera jamais assez. Vous pouvez avoir un compte démo pendant 6 mois, si vous n'êtes pas rigoureux, ça sert à rien. Et au contraire, vous pouvez avoir un compte démo pendant pareil, hein, 2 ans, 5 ans, si je disais 6 mois, mais bon, ça peut être encore plus long. En tout cas, il faut prendre des mesures qui sont très importantes et qui sont indispensables dans la gestion des risques. Donc on va commencer avec le stop loss et le take profit. Donc le stop loss, à quoi ça sert? Ça va servir à limiter les pertes et le take profit à prendre des gains. Donc d'ailleurs, bon, stop loss, take profit, ça c'est du vocabulaire qu'on a vu dans le précédent cours. Donc allez-y si vraiment vous avez un petit trou, n'hésitez pas à revenir dessus. C'est du vocabulaire qu'il faut vraiment utiliser et qu'il va falloir se familiariser avec. Donc le stop loss limite ses pertes. C'est à un moment donné où vous dites, ok, à ce niveau-là, j'ai perdu, j'accepte que j'ai perdu, et c'est le plus dur en fait, d'accepter ses pertes. C'est parce que ça fait mal à l'ego. Vous dites, ah non, j'ai perdu alors que ma stratégie est normalement infaillible, etc. Sauf qu'en trading, une stratégie qui a 100% de win rate, ça n'existe pas. Scoop, c'est impossible. Tous ceux qui vous vendent ça, bah, c'est des charlatans, hein, c'est dommage. Mais voilà, c'est de l'argent facile, ça n'existe pas sur le marché, sinon ça se saurait. Et du coup, tes profits de prendre ses gains, bah oui, il faut à un moment donné dire stop, dire ok, là j'accepte que c'est l'endroit où je prends mes gains, puisque sinon je risque de les rendre. Et quand on rend les sous sur le marché, bah, on n'est pas content. Et en général, ce que font les débutants, c'est qu'ils ne prennent pas leurs pertes et ils prennent pas leurs gagnants. Donc en fait, ils prennent que des pertes littéralement sur le long terme, puisque à force de prendre des pertes, ils veulent prendre des gros gagnants, et ces gros gagnants, bah, ils n'arrivent jamais. Ou alors ils arrivent une fois dans l'année. Honnêtement, pour faire des gros gagnants, ça arrive une fois dans la vie d'un trader. Un trader qui gagne des millions sur un trade, ça lui arrive une seule fois dans sa vie, et encore, c'est qu'il a eu de la chance. Parce que bon, il y a évidemment un facteur chance, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas sortir sa boule de cristal et savoir ce qui va se passer. Donc le stop loss et le take profit, c'est des éléments qui doivent être définis avant même de placer son trade. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on choisit de dire ok, à ce niveau-là je vais acheter, il faut déjà avoir en tête à quel niveau je prends mon gain et à quel niveau je prends ma perte. Donc ça c'est hyper important. Quand vous allez prendre votre trade pour vos premiers trades, au début vous allez un peu paniquer, etc. Mais il faut aussi que ce soit des choses qui soient réalistes. Donc vous ne pouvez pas demander d'avoir un take profit qui est à 1000% plus haut, voilà, c'est pas possible. Bon, après, ça sera pas sur les crypto-monnaies ou des choses comme ça, mais bon, c'est encore une fois, c'est de la chance, hein. Et évidemment, vous devez avoir un risque récompense qui est avantageux. Donc, il faut que ce trade, il faut qu'il vous offre sur le long terme l'opportunité d'être rentable de manière constante. Donc là, par exemple, on a des petits exemples. Donc, est-ce qu'ici, on a un trade qui est réaliste ou non? Donc, je vous laisse réfléchir une petite seconde, après, je vais vous donner la réponse. Donc là, on voit qu'on veut acheter, donc à ce niveau-ci, et qu'on s'est dit, ok, je souhaite prendre de mon gain ici, donc 3% plus haut. Par contre, ma perte, je la prends que si on dépasse ce pic-là 6% plus bas. Donc ça nous fait un risque-récompense de 0,5. Donc en fait, c'est un peu notre espérance de gain, ça veut dire que pour une pièce misée, on va en récupérer 0,5 de plus. Mais on risque d'en perdre une.
Donc là, on est sur un tendance qui n'est pas du tout avantageux et en plus, on est sur des zones qui sont pas du tout réalistes. C'est-à-dire que le stop loss, le mettre ici, c'est suicidaire. Ce trade-là, donc déjà, vous perdez 6%. Et en plus, vous ne gagnez que 3,15%, qui est déjà en plus une cible qui n'est pas réaliste, quoi. Euh, Après, quand est-ce qu'un trade est réaliste ou non, ça, vous allez le savoir avec l'expérience et votre interprétation du marché. Mais au début, oui, effectivement, si vous pouvez euh, avoir une idée de ce qui est un trade réaliste ou non, ça va vous aider grandement à pas vous faire démonter. Donc là, on va prendre un deuxième exemple. Donc, est-ce que ce trade est réaliste? Je vous laisse réfléchir encore une petite seconde. Donc là, pareil, on souhaite acheter. Donc acheter à ce niveau-là. Apparemment, le TP, il serait donc take profit, il serait ici à ce niveau-là, donc au niveau ici de la moitié des cours de chandelle. Et le stop loss ici en dessous de cette petite structure. Donc là déjà, on peut voir qu'on a un risque de récompense de 2,42, donc beaucoup plus avantageux que celui d'avant qui était à 0,48. Donc 2,42, ça veut dire que si on lance une pièce, on espère en récupérer 2,4 de plus. Donc on est largement gagnant sur du long terme. Donc par exemple, si on a 50% de chance et une stratégie d'avoir raison, ah bah là on est rentable déjà. Parce qu'une fois on va perdre 1, mais une fois on va gagner 2,4. Et du coup, des maths simples, bah, vous verrez que sur le long terme, ce sera hyper gagnant. Là, on a un take profit à 0,50%. Bon, le 50%, on s'en fout un peu, mais ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on le fait par rapport au graphique. Et on peut voir que c'est déjà une zone de prix qui a déjà été visitée plusieurs fois et qui est complètement réaliste. Et le stop loss, bah, si on se dit, OK, il y a une structure, on peut partir du principe que si le prix passe cette structure, c'est pour aller vraiment plus bas et visiter par exemple ces points ici. Donc pourquoi attendre de venir ici pour couper sa perte quand on peut faire ici et la couper de moitié. Donc là, ça vous montre un exemple de trade qui est réaliste et qui est jouable hein, dans la vraie vie, entre guillemets. Après, évidemment, un trade, ça ne se pose pas au hasard, hein, il faut y réfléchir mûrement. Donc là, pour prendre un peu conscience de l'importance de la gestion des risques, donc bon, là, c'est en anglais, il redonne une trading capital, donc en gros, c'est votre pourcentage de perte sur capital, et return to get back to break even, c'est juste ce qu'il vous faut pour repartir à zéro, pour revenir à votre point d'équité. Donc quand vous perdez un trade, si vous perdez 5% de votre capital, il vous faut 5,3% pour revenir à l'équité. Donc, c'est sensiblement la même chose. Pour 10% de perte, on est à 11%. Donc, pareil, c'est sensiblement la même chose. Et pour 15%, 17,6%, là, on commence à avoir un petit écart, mais ça reste encore jouable. Là où ça commence à devenir assez important, c'est à 20%. À partir de 20%, il faut faire 25% pour revenir à break-even. Et après, en fait, c'est de pire en pire. Donc 25%, il faut faire 33%. Mais encore, on peut se dire c'est jouable, si vraiment on est bon et qu'on respecte bien ses règles, pourquoi pas. Là où on commence à avoir une zone de non-retour, ça part de 35%, 40%. Et après, on a le point psychologique en trading, qui est plutôt connu, c'est 50%. Donc à partir de 50% de perte, il faut faire 100% de gain pour revenir seulement à ce que vous aviez initialement. C'est énorme, et déjà c'est hyper dur. Et en général, c'est le point où les gens vont capituler. Donc par exemple, si vous voyez que vous, avez vous avez acheté quelque chose à 1000 $ et que ça arrive à 500 $, en général, c'est là où les traders vont capituler et vont se dire, en tout cas les traders les moins avertis, hein, parce qu'en général on capitule bien avant. C'est là où bah, voilà, les traders les moins avertis vont se dire, ok, bah, j'abandonne mon trade, c'est de la merde, voilà, vulgairement, hein, c'est de la merde, je m'en vais, j'en peux plus, c'est insoutenable. Et en général, c'est ce point qui fait un peu rebond et qui on a petit retracement. Et puis bon, de toute façon, en dessous de 50%, derrière ça commence à devenir impossible. Ouais, hein, si vous perdez 90% de votre capital, bah, faut vous faire 900% pour espérer revenir à votre point d'équité. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que vous avez complètement cramé votre compte, et que bah, c'est plus possible de revenir. Et là, encore une fois, là, pour prendre un peu conscience, donc là, c'est juste un tableau qui vous montre combien de chances vous avez en termes de probabilité
de faire X trades d'affilée perdant. C'est pour montrer que tout peut arriver en fait. Et là encore, on a pris, c'est un échantillon seulement de 50 trades. Donc sachez que sur 1000 trades, ici, il n'y aura jamais 0%. Ça va arriver. Donc par exemple, si vous avez, donc là, enfin à gauche, la colonne, c'est juste le pourcentage de win rate de votre stratégie. Donc si elle a 5% de chance de win rate, bah, vous voyez que vous avez 100% de chance en fait de faire 11 perdants d'affilée. Euh, en fait, ce qui est important, c'est une stratégie de trading, on va dire rentable, de manière classique et commune, ce qui est dit en tout cas, et vous avez souvent entendu parler, c'est que à partir de 50-55%, on commence à prendre en compte cette stratégie et qu'on peut dire qu'elle est rentable. Après, il faut évidemment que vous ayez un win rate avantageux, etc. Donc c'est là où on va s'intéresser dans cette tranche-là. Donc vous voyez qu'à 50% de win rate, vous avez 3,9% de chance de faire 10 trades d'affilée perdants. 3,9%, vous allez vous dire que c'est pas énorme, mais en fait si, c'est énorme. Parce qu'en termes de stats, eh ben, ça va arriver un jour ou l'autre. Là encore, c'est que sur 50 trades, mais sur 1000 trades, ça va arriver, c'est sûr. Et si vous misez trop sur chaque trade, par exemple, vous dites, ouais, sur chaque trade, je mets 10% de mon capital, bah en fait, vous avez 3,9% de chance en 50 trades de cramer 10 fois 10%, donc 100% de votre capital. Donc ça peut aller très vite, hein. 10 trades, selon la time frame que vous utilisez, si vous utilisez du day trading ou du scalping comme ce que je fais, vous pouvez prendre, des fois je peux prendre 15-20 trades par jour. Bah, ça peut, bon, ça m'est jamais arrivé encore, mais ça peut arriver si vous avez une stratégie qui est un peu bancale, que vous exécutez mal, d'avoir 10 trades pendant d'affilée. Et si ces 10 trades ils sont à 10% de votre capital, eh ben, c'est terminé. Pour vous, l'aventure s'arrête là. Là, vous avez cramé un. Et vous allez vous rendre compte que ça arrive, bah même, vous voyez, à 60%, bon, si c'est à 0,2, parce qu'on est à 50 trades, mais même si vous avez 95% de chance de win rate, vos 10 trades d'affilée, vous allez les faire perdants. Mais pas en 50 trades, mais peut-être en 1000, 10 000 trades. Puisque 1000, 10 000 trades, dans une carrière de trader, ça ne compte rien du tout. Puisque quand on devient trader, c'est un vrai métier, hein, donc c'est sur des années et des années, même des dizaines d'années pour certains. C'est pas pour 2 semaines, en tout cas. Donc il faut prendre en conscience que cette gestion du risque là et le capital que vous investissez dans chaque trade, il doit être cohérent. Donc en général, ce qui est conseillé, quand vous débutez du moins, c'est bah, de pas mettre de capital, ça peut être du compte démo. Quand vous êtes allé, vous avez votre stratégie, vous avez mis votre routine en place, vous avez des statistiques, etc., etc. Vous passez en compte réel, et bien maintenant, il va falloir éprouver cette stratégie en compte réel. Donc vous allez vous faire sur, allez, 0,5%. Et encore, je suis très sympa, 0,5% par trade. Donc si vous faites 19 perdants, ça vous fait que 5% de votre capital. Et comme on a vu juste avant, 5% de capital, il vous faut que 5,3% de gain pour le refaire. Donc c'est le bon deal, je pense. Après, vous pouvez mettre aussi du 1%. 1%, ça va faire du 11,1%. Si vous avez par exemple un petit capital, vous tradez par exemple avec 1000 balles, bah, vous n'allez pas vous faire des trades à 5 dollars, quoi. Des trades à 10 dollars, voilà, ça fait 1% de capital à chaque fois de risqué. Bon, bah, c'est ok, c'est largement jouable. Par contre, au-dessus, si on commence à envoyer 2%, là, ça commence à être énorme. Et 5%, bah, on parle même pas, hein. 5%, si tu le disais juste avant, vous cramez votre compte très rapidement, quoi. Donc ça, c'est en fonction de votre psychologie, de votre gestion du risque, de votre capital. Si vous tradez, oui, avec 200 balles, bon, bah, qu'est-ce que je vous dise? Vous n'avez pas non plus grand-chose à perdre. Vous pouvez tenter un peu de poker, mais si vous avez vraiment un capital significatif, en tout cas, qui est injecté, commencez à 0,5%. Ce sera vraiment la meilleure chose pour préserver votre capital. Même si les gains au début, bah, ils vont pas être énormes, bah, c'est clair, vous n'allez pas gagner des millions de suite. Scoop. Voilà, c'est la vie de trader, vous ne gagnez pas des millions tout de suite. Même moi, je gagne pas des millions. Euh, mais c'est avec le temps que ça se fera, avec les années d'expérience, etc., etc., que vous allez forger votre mental, forger votre gestion du risque, avoir des stratégies qui sont de plus en plus cohérentes, et vous allez aussi vous connaître vous-même.
les qualités graphiques, etc. Vous allez vous devenir expert dans un domaine. Et c'est là que vous pouvez augmenter un peu le risque. Et encore, c'est même pas sûr, puisque 0,5%, même 1%, c'est déjà très bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, tout ce qui est banque, fonds d'investissement, etc., eux, ils sont même pas à 0,5%. Hein. Eux, ils doivent être à 0,1% par trade. Donc voilà, 0,5%, c'est pour des gens comme nous qui sont individuels, qui n'ont pas non plus un capital de millions de dollars. Donc ça va un peu avec la gestion du risque, l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale c'est hyper important. Donc on avait vu, on n'avait pas vu ça dans le premier cours, l'analyse fondamentale. Là on va plutôt parler du ce qui était facteur économique, santé d'une entreprise, etc. Donc qu'est-ce que l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale en fait c'est ce qui va vous permettre d'établir un contexte de marché. Donc vous allez devoir analyser en amont les facteurs économiques, géopolitiques, les résultats d'entreprise si vous traitez des actions par exemple, et être attentif aussi, extrêmement attentif aux news de la journée. Donc par exemple, avant de commencer une journée de trading, donc je vais vous donner mon exemple personnel, puisque je trade sur le Nasdaq, et donc il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Donc le Nasdaq, c'est quoi? C'est l'indice américain qui regroupe en gros les technologies, Google, etc., Apple, tout ça. Euh, et donc on va déjà analyser les facteurs économiques. Donc on va regarder un petit peu les news, ce qui s'est passé pendant la nuit, la semaine dernière, s'il y a des projets, etc. Euh, donc en termes de facteurs économiques, on peut avoir une crise. Par exemple, si Google se fait hacker demain ou si Apple se fait hack, là on va avoir un problème sur le Nasdaq, par exemple, puisque c'est une entreprise qui va chuter en bourse et du coup qui va faire chuter le prix du Nasdaq. Donc ça, c'est des facteurs économiques bon, qui peuvent arriver. Après, on a les facteurs géopolitiques. Donc ça, c'était ce qu'on disait la dernière fois. Par exemple, une guerre en Ukraine, ça va impacter les marchés américains. Et du coup, on va devoir prendre en compte ce qui se passe, ce qui va peut-être se passer potentiellement. Il faut être prêt, en fait, à tout anticiper. Tout peut arriver sur le marché, que ce soit une grosse crise, un crash monumental, ou que ce soit, l'inverse, hein, une hausse monumentale du marché. Donc il faut être prêt à tout. Tout peut arriver. Chaque journée est différente. Et on doit faire attention à tous ces facteurs. Donc ensuite, on a les résultats d'entreprise. Donc c'est appelé les earnings en général. Donc ça arrive quelques fois dans l'année où il y a des résultats d'entreprise. Donc par exemple, ça peut être intéressant voilà, pour ceux qui traitent des indices ou même des actions en particulier. Si vous traitez du Tesla par exemple, vous n'avez que du Tesla et vous, votre délire, c'est juste d'acheter et de vendre vos actions de temps en temps, quelques fois par semaine ou même par mois. Vous regardez, attention, il y a les résultats qui vont tomber, soyez attentifs. Si vous voyez que d'un coup Tesla a des résultats qui sont vraiment pas bons, l'action Tesla va forcément se casser la figure. Au contraire, si les résultats sont bons, vous allez voir une hausse de votre action. Donc, et ensuite, vous allez devoir agir en conséquence. Donc après, on a les news de la journée. Donc par exemple, une fois par mois, aux États-Unis, on a les taux d'inflation, ce que je vous montre ici, les taux d'inflation, les inflations d'entreprise, etc. Bon, il y a énormément de, de news. Il y en a quasiment tous les jours d'ailleurs. Donc il faut être attentif aux horaires des news. Par exemple, personnellement, je sais que pendant ces news-là, je ne vais pas trader. Vu que je suis un scalper, je ne suis pas exposé sur le marché en continu. Je suis seulement exposé lorsque je le décide. Et donc, pendant ces news-là, vu que ça va être très volatile, le risque, il est énorme. Alors oui, vous allez me dire, la récompense peut être énorme. Mais le risque est tellement énorme de cramer son compte que je vais même pas m'aventurer à le faire. Je vais plutôt choisir la sécurité. Je vais observer par contre ce qui se passe à ce moment-là. Et je vais définir ensuite les actions que je vais jouer. Donc, je vais voir la news qui va arriver. Je vais attendre. J'attends. Je vois, je sais pas, que c'est vraiment à la baisse sur la news. Et ben peut-être que d'un coup, dans mon billet de journée, je vais me dire, ok, cette fois, je vais chercher du short, je vais chercher à vendre des actifs plutôt qu'en acheter, puisque les news sont en accord avec ça et que le prix est en accord avec ça. Donc ça va me permettre d'établir un contexte de marché. Et ce contexte de marché, c'est hyper important puisque ça va vous donner en fait le billet qu'il faut prendre pour la journée. Donc c'est un travail à faire en amont. Il faut pas commencer à trader là-dessus. Donc il y en a qui vont le faire tous les matins par exemple, avant leur session. Vous pouvez aussi le faire le week-end quand les marchés sont fermés.
pour voir ce qui s'est passé dans la semaine, faire un petit résumé et pouvoir anticiper peut-être ce qui va se passer la semaine prochaine. En tout cas, établir des scénarios qui vont être plus ou moins probables. Parce que je vous rappelle, on n'a toujours pas de boule de cristal dans les mains, on ne peut toujours pas connaître l'avenir. Si demain le marché veut aller à zéro, il va à zéro. Donc ça, on ne pourra jamais savoir. Établir un contexte de marché pour faire une petite comparaison, c'est comme si on était tous aveugles. En fait, on est tous aveugles, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais qu'on nous donnait qu'une petite canne pour nous repérer. Voilà. C'est soit vous allez sur le marché sans votre canne et c'est au petit bonheur à la chance, soit on vous donne la petite canne pour savoir où est le vide et où sont les trottoirs, et au moins vous pouvez déjà savoir un petit peu où vous allez, quoi. Donc là, on va aller sur l'analyse technique. On va aller plus en profondeur que la dernière fois. Donc déjà, l'analyse technique, on l'avait vu ensemble, ça sert à définir une tendance. Donc ça, une tendance, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous allez voir, est-ce que c'est une tendance haussière ou baissière, est-ce que le prix baisse ou monte. Et ça va évidemment changer selon l'unité de temps. Par exemple, vous pouvez avoir un prix qui monte en unité de temps 5 minutes, donc vous allez voir que ça monte, mais que finalement, si vous regardez une unité de temps journalière, en fait, que c'est plutôt baissier. Donc, ça va vous permettre de définir la tendance selon l'unité de temps que vous tradez, mais aussi de ne pas vous faire avoir. Donc, par exemple, sur l'unité de temps, là, dans ce que je viens de vous raconter, vous n'allez pas acheter aveuglément non plus. Vous allez vous dire, ok, on est quand même dans un contexte global qui est plutôt baissier, on va faire attention selon les zones sur lesquelles on arrive. Et effectivement, oui, la tendance long terme, elle prime sur la tendance court terme. Puisque court terme, il y a beaucoup moins de volume qui est échangé. En termes de psychologie aussi des traders, c'est quand même beaucoup moins impactant que sur une tendance, on va dire, journalière ou hebdomadaire, où pendant des semaines ça fait que baisser. Bon, on est peut-être sur un retracement, voilà, minime, et puis on va recontinuer la baisse derrière. Et c'est ce qui va donner aussi le temps de votre journée. Donc si vous commencez à trader et que vous voyez que depuis le début de la journée ça fait que baisser, peut-être que vous allez chercher à jouer des trades baissiers. Hein. Vous n'êtes pas non plus kamikaze. Après, ça dépend évidemment les méthodes de chacun, mais en général, c'est ce qu'on fait. Donc là, on va se définir une tendance. Là, pour vous, euh, on est dans quelle tendance? C'est quand même pas très dur. Je pense que même, je peux demander à un enfant qui est en maternelle, il me dessinera une flèche ici. Je n'ai pas l'autre slide, malheureusement. Et vous voyez qu'ici, on est tendancieux vers le haut. Donc ici, voilà, c'était de 10 040 jusqu'à 15 000. Là, on monte et ça s'arrête pas. A contrario ici, là, vous voyez bien qu'on a fait une petite montée et que derrière, ça descend. Tout simplement, ça fait une petite montagne russe. Donc c'était la définir une tendance, c'est plutôt facile. C'est ce que je vais vous montrer, c'est que c'est très simple, mais c'est très important à faire aussi. Les choses simples en trading, profitez-en parce il y en a pas mal, mais il y a aussi énormément de choses compliquées. Et c'est très important de définir une tendance, de définir sur quelle unité de temps on se retrouve, etc. Ça aussi, ça rentre dans votre contexte de marché, dans l'établissement de ce contexte, pour ensuite agir sur le marché en conséquence et en connaissance de cause. Sauf que là, pour le coup, quand on regarde vraiment les tendances, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, on peut pas vraiment douter. En trading, on peut souvent douter de beaucoup de choses, mais là, on peut pas vraiment douter, c'est haussier. Et en général, quand on commence à avoir la tête dans le guidon, ça fait du bien de faire un petit pas en arrière, de prendre du recul et de dire, ok, attends, 200. Là, depuis tout à l'heure, j'achète, mais en fait, on est dans une phase baissière, c'est peut-être pour ça que je me fais avoir tous les coups. Donc là, on va voir les indicateurs techniques. Donc ça, c'est ce qui fait aussi partie de l'analyse technique. Donc ce qui aide en fait les traders, investisseurs, etc. à prendre des décisions et à établir des stratégies. Donc on a différents types d'indicateurs. Donc on a les indicateurs de tendance, les indicateurs de momentum, les indicateurs de volume et de volatilité. Ça c'est les grandes familles, après il en existe plein d'autres, mais c'est déjà pas mal là si vous connaissez les quatre principaux. Donc là on va prendre un indicateur de tendance, donc un qui est connu, que vous connaissez sûrement, qui est les EMA, donc moyenne mobile exponentielle. Donc là, c'est la petite ligne bleue. Et en fait, tout simplement, l'EMA, c'est un indicateur technique qui est largement utilisé en fait pour analyser les tendances de marché. Là, par exemple, vous voyez que on n'est pas trop sûr de ce que fait le prix, quoi. On est dans ce qu'on appelle un range. Donc le prix il est dans un canal, on va dire, et il évolue dedans. Euh, et en fait, l'EMA, elle va être calculée en utilisant une formule de maths
qui accorde plus de poids au prix récent par rapport au prix le plus ancien. Euh, et en fait, ça va vous donner tout simplement une courbe qui vous donne la tendance. Donc, c'est simple, hein, dès que la courbe monte, c'est dire que la tendance est haussière. Dès que la courbe descend, ça veut dire que la tendance est baissière. Et vous voyez aussi que le prix peut se situer au-dessus ou en dessous du prix. Donc, par exemple, une tendance haussière avec un prix qui est au-dessus, euh, ça veut dire une tendance qui est forte. Vous pouvez très bien avoir un prix intraday qui monte et qui est en dessous de la EMA. Donc, ça peut être toujours un retracement dans cette tendance qui est baissière. Donc ça vous aide à faire la part des choses entre la tendance et le momentum. Donc en fait, si vous avez, bon pour résumer, si vous avez une EMA ou un doute sur une tendance, donc vous avez une EMA qui est ici à la hausse avec un prix qui est haussier, vous êtes réellement dans une tendance haussière. Euh, et vice versa, si vous avez une EMA vers le bas avec un prix qui se trouve sous la EMA, vous avez une tendance baissière affirmée. Par contre, si vous avez un prix qui monte sous une EMA, bah, il va falloir attendre une cassure franche ici de la EMA pour se dire qu'on est vraiment en tendance haussière. Donc ça, c'est un indicateur de tendance simple et en fait, il réagit au changement des prix qui donne, enfin, ça donne plus de poids en tout cas au prix récent. Donc c'est un calcul un peu particulier. Bon, je vais pas vous l'expliquer. Mais si vous voulez vous renseigner, vous pouvez chercher. Après, on a l'indicateur de momentum, donc le RSI, donc le Relative Strength Index. Donc là, c'est ce que vous voyez en bas. C'est pas directement sur un graphique, mais c'est ce qui va vous donner, pour faire très simple, hein, les zones de surachat et de survente. Donc en fait, vous voyez, vous avez un canal avec un graphique qui évolue à l'intérieur. Et ce graphique, par exemple, ici, vous avez un petit pic. Donc là, c'est un pic de survente, donc c'est vers le bas, et les surachats, c'est vers le haut. Donc un pic de survente ici vers le bas va indiquer que le marché est normalement, hein, entre guillemets, parce qu'on sait jamais, qu'il est survendu et que ça vaut plus trop le coup de le vendre. Et en fait, ça vaut le coup en fait de l'acheter. Ça veut dire que, bah, par exemple, si vous aviez ici le prix d'une pomme, euh, on vous propose une pomme à 5 centimes. En fait, elle est tellement vendue que plus personne n'en veut et son prix s'est écroulé. Donc à 5 centimes, oui, c'est une bonne affaire d'acheter une pomme que si on vous la propose à 2 euros. Donc là, ça veut dire que ça vaut le coup d'acheter et que potentiellement, des gens seraient intéressés pour acheter à ce prix-là et ensuite faire remonter le prix. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Sur vente à ce niveau-là, les gens, bah, ils ont tous ce signal, ils achètent et le prix remonte. Pareil, ici on a des petits pics de surachat, donc ici, et derrière, bah, hop, vente immédiate. Surachat, hein, c'est pareil, c'est si on vous pose une pomme à 5 balles parce que tout le monde achète, au bout d'un moment les gens n'en rachètent plus, hein, donc terminé. Donc là c'est un indicateur de momentum, donc le momentum ça va plutôt être de l'instant, instantané. Donc on peut très bien avoir une tendance baissière avec un momentum qui est survendu et du coup pouvoir profiter d'une petite amplitude de prix qui va vous permettre de faire du bénéfice ou même un achat à l'intérieur d'une tendance baissière par exemple. Donc ça va vous montrer aussi comment on peut retourner des tendances et, euh, et avec plusieurs outils vous allez pouvoir définir quand est-ce que une tendance baissière va s'arrêter ou quand est-ce qu'une tendance haussière va s'arrêter. Enfin en tout cas elle est susceptible de s'arrêter. Parce que, évidemment, on ne prédit toujours pas le futur. Après, on a les indicateurs de volume, donc là c'est un peu plus complexe. Volume profile, par exemple. Euh, donc là, le volume, qu'est-ce que c'est? C'est juste le nombre de transactions qu'il y a eu sur un actif. Donc soit les ventes ou les achats. Et le volume profile, ça va vous montrer. Donc ici, on l'a sur le côté. D'habitude, je pense que vous êtes plutôt habitué au volume profile, enfin au volume tout court en fait, qui sont des barres qui sont sous le prix, qui vont juste montrer les nombres de transactions. Mais ici, vous avez ce volume profile, donc le nombre de transactions, c'est ce que vous voyez, et c'est selon le prix en fait. C'est indexé par le prix, pas par le temps. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, là où il y a le trait rouge, que c'est l'endroit où il y a eu le plus de transactions en termes de prix. Ça veut dire que les gens sont intéressés par faire du business ici, de l'achat ou de la vente. Donc en général, quand les gens sont intéressés par faire du business à des niveaux, bah, on y retourne souvent et c'est ce qui se passe ici, vous voyez. Hop, on descend, on revient, on remonte, on revient toujours à ce prix-là et ça bataille en général, ça fait des petits ronds. Après, on a des indicateurs de volatilité.
Donc, par exemple, l'ATR, l'Average True Range. Donc, l'Average True Range, ça va vous dire à quel moment les acheteurs ou les vendeurs s'affolent pour faire ça. Donc, par exemple, si vous voyez ici que vous avez votre ATR qui est vraiment à la hausse, bah, vous voyez d'ailleurs que le prix, lui, ça ment pas, ça s'est excité. D'accord? Quand vous voyez des grandes bougies, des grandes mèches comme ça veut dire qu'il y a des amplitudes de prix qui sont plutôt énormes. Après, honnêtement, voilà, l'indicateur de volatilité, que ce soit ATR ou autre, si vous avez une bonne lecture de l'action des prix, donc de ce qui se passe, bah, vous n'avez pas besoin de tout ça pour remarquer qu'effectivement c'est très volatile. Là, vous avez des bougies qui sont minuscules, avec très peu d'écart de prix, donc vous avez un ATR qui va en bas, et dès qu'on commence à avoir des écarts de prix et des amplitudes qui sont plus importantes, bah, de suite, on a un ATR qui monte. Pas type de la logique, hein, c'est pas non plus sorcier. Donc, si vous avez une bonne lecture de l'action des prix, c'est pas des indicateurs qui sont à favoriser. En tout cas, personnellement, je ne les j'utilise pas. Et je connais pas grand monde qui les utilise. Mais bon, c'est bon à savoir. Après, on a la structure. Donc la structure, c'est important. Quand on veut prendre des décisions de trading, on ne le fait pas à l'aveugle. Donc, on vient de voir donc l'analyse fondamentale pour préparer euh, son terrain, on va dire, avant d'agir. On a vu l'analyse technique. Donc, on a commencé par les indicateurs. Donc là, c'est ce qui vous montre en fait avec des algorithmes euh, des données. Et après, on a la structure qui est le deuxième fondement de l'analyse technique, qui va vous permettre, en fonction de la structure que vous observez, de vous dire, ok, cette structure-là, je l'ai déjà vue, peut-être qu'il va se passer la même chose dans le futur, dans un futur plus ou moins lointain. Donc, il y a évidemment énormément de structures qui sont possibles et qui sont appelées des patterns. Euh, c'est des patterns qui sont largement connus de tous les traders et qui sont largement utilisés aussi. Donc là, je vous ai mis les principaux, mais il existe évidemment une infinité. Donc on a les triangles ascendants, les épaules tête épaule, tasse séance ici. Après évidemment ça peut traverser hein, dans les deux sens, ça marche. On a les flags, les drapeaux, soit continuation bullish ou bearish. On a les pennant flags. Enfin, on a absolument tout ce que vous voulez, tout ce que l'humain a pu voir comme pattern, il l'a relevé. Nous, on va s'intéresser à deux patterns qui sont les plus largement visibles et les plus simples à interpréter. Ça va être les double top et double bottom. Donc c'est ça, les W et les M, communément appelés comme ça. C'est les structures les plus simples à repérer, les plus simples à utiliser. Et finalement, en tout cas de mon expérience personnelle, bah, c'est ce qui marche le mieux. Parce que derrière chaque structure, chaque pattern, bah, il y a quelque chose. C'est pas des patterns qui sont au hasard. Derrière, il y a toujours une psychologie et on va essayer de voir ensemble ce que ça donne. Donc ici, on a le double top. Le double top, c'est bah, quand on a un prix qui évolue, qui a atteint un certain niveau de prix, on a un petit retracement et derrière, on a un deuxième prix mais qui est moins haut que le premier. On a une ligne de coup qui se forme et en fait, ça nous fait un M. Et dès qu'on casse cette ligne de coup, en général, c'est pour aller à la baisse. Donc dans la réalité, ça donnerait plutôt un truc comme ça. Et oui, oui. Il faut l'expérience, il faut du temps pour se mettre dessus et pour apprécier au fur et à mesure les différentes structures qu'on peut observer. Parce que évidemment, sur le marché, vous n'allez pas vous retrouver avec un truc aussi simple que ça, quoi. Ce serait trop facile. Et il y a énormément de variantes. Donc là, est-ce que vous le voyez le double top? Peut-être une petite seconde pour réfléchir. Et je vais vous le montrer. Et oui, il est là. Donc là, on a le premier top, ici. Donc, ça monte, premier top, retracement, deuxième top. Et la ligne de coup, elle serait où? Du coup, hop, premier top, deuxième top. Si on revient ici, c'est à partir ici du retracement. Donc, on prend le retracement complet. La ligne de coup, elle est ici. Et dès que ça casse à ce niveau-là, on peut rentrer dans le trade. Bon, c'est la théorie. Hein. Les gens rentrent dans le trade et ils prennent la baisse. Donc là, différent, le double bottom. Donc c'est exactement le même principe, c'est la même chose, sauf que c'est à l'inverse. Donc le prix diminue, on arrive ici, hop, un premier bottom,
retracement, le deuxième bottom, qui n'est pas, pas assez bas, enfin, qui est en tout cas plus haut que le premier. Ça nous dessine la ligne de coup avec le retracement. Et pareil, dès qu'on revient, qu'on casse la ligne de coup, on peut s'attendre à une hausse et un changement de tendance. Donc dans la réalité, ça donne ça. Encore une fois, c'est bon, là c'est beaucoup plus joli que le double top qu'on avait ici. Mais là on a un double bottom qui est magnifique. Mais il faut quand même réussir à le trouver. Donc je vous laisse une petite seconde, même si je pense que vous l'avez tous. Donc ici, bah, très simple, le prix diminue. On fait un premier bottom, retracement, deuxième bottom ici. Et là, du coup, on a notre ligne de coup à ce niveau-là. Donc dès que ça casse ici, on peut attendre une hausse. Et là, vous voyez que la hausse, d'ailleurs, elle n'est pas non plus, comme tout à l'heure sur le double bottom, euh, très folle, hein. On a quelque chose qui est plutôt lent, mais qui monte quand même. Mais ça peut vous faire douter. Donc si vous rentrez à ce niveau-là, bah, pendant un petit moment aussi, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qu'il fout, quoi. Surtout qu'ici, vous avez une première structure. Donc là, on va essayer maintenant, une fois que vous avez repéré les structures, pourquoi ces structures arrivent. Et pourquoi on a défini qu'un double top, par exemple, ce serait baissier et un double bottom haussier. Donc en psychologie de marché, on va essayer de s'intéresser à ça. C'est pourquoi, ça c'est les fondements, hein, du trading, on se rappelle, offre, demande, etc. C'est très simple. Quand le prix monte, donc là, admettons qu'il est monté à un certain prix à ce niveau-là, et qui redescend, ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui ont soit acheté plus bas, qui revendent ici, soit des gens qui ont du stock qui découle, ou troisième option, bah, il n'y a pas assez de gens qui achètent. Et du coup, bah, vu que les gens n'achètent pas, bah, il faut qu'il y ait quand même des transactions qui soient effectuées sur le marché, donc le prix va retracer jusqu'à un niveau d'équilibre. Donc un premier push haussier, vente massive. Ici, on a un retracement. À partir de ce niveau-là, les gens estiment que le prix est bon, donc ils recommencent à acheter. Deuxième push haussier, du coup. Mais là, on n'arrive pas jusqu'au niveau du premier. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont compris qu'à ce niveau-là, ça ne valait pas le coup d'acheter. Si ça valait le coup, on verrait que ça dépasserait largement le numéro 1. Sauf que là, le numéro 2 s'arrête ici. Donc on a un épuisement des acheteurs. Donc les gens qui achètent, bah au bout d'un moment, ils n'ont plus de sous, hein. Ils n'ont pas ils n'ont pas de l'argent illimité. Du coup, ils s'épuisent, il reste plus que des vendeurs. Et quand il reste plus que des vendeurs et qu'il y a moins d'acheteurs, bah le prix descend. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Là, on a des acheteurs qui ont essayé de faire monter le prix. Derrière, ils sont essoufflés. Il y a eu beaucoup de vendeurs qui sont rentrés. Retracement. Il y a des acheteurs qui re-rentrent, qui bataillent un petit peu avec des vendeurs. Finalement, ils prennent la main. Et vous voyez que ce dernier push, d'ailleurs, il est beaucoup moins important et impressionnant que le premier. Donc, derrière, euh, des vendeurs commencent à rentrer. Pas d'acheteurs qui se pointent. Plus d'acheteurs, que des vendeurs. Et derrière, le prix s'écroule. Donc ça, c'est de la psychologie de marché simple. Et c'est valable pour absolument toutes les structures. Derrière chaque structure, on peut y mettre de la psychologie et essayer de demander qu'est-ce qui s'est passé. Pour pour le bottom, c'est à peu près la même chose, mais à l'inverse. Ici, il y a des vendeurs agressifs. Les vendeurs, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Puis à un moment donné, le prix est vraiment bas, quoi. Donc les acheteurs disent, ok, bah, c'est le bon plan pour acheter, j'achète mon produit. Donc c'est soit ça, soit les vendeurs qui se disent, non, non, là c'est bon, le prix il est beaucoup trop bas, je vends plus, je peux pas me permettre de vendre à ce niveau-là, c'est terminé. Hop, retracement. Derrière, deuxième push vendeur, puisque les gens sont d'accord. On réatteint ce niveau, les vendeurs se fatiguent une fois de plus, et derrière les acheteurs rentrent en masse. Là, c'est ce qu'on a eu. Beaucoup de vendeurs, regardez, énormément de vendeurs. Beaucoup moins de vendeurs au fur et à mesure, les bougies sont moins grosses. Première, première ici, premier bottom. Donc là, les vendeurs s'arrêtent. Rentrée des acheteurs. Ici, les vendeurs se disent, ok, moi je suis ok pour revendre à ce prix-là. Les gens vendent. Et finalement, on revient à ce niveau-là et les vendeurs abandonnent. Et derrière, on a que des acheteurs qui rentrent. Des acheteurs qui sont ici d'ailleurs un peu timides, puisqu'on a un prix qui monte mais doucement. Avec des vendeurs qui font quand même de la marge, comparé à ici. Donc, vous voyez que derrière chaque structure, on peut y mettre vraiment beaucoup de choses si on réfléchit et si on pose les bonnes questions. Et ça va vous permettre, en se posant ces questions-là, d'établir vos stratégies
de vous dire, ok, moi je comprends cette mécanique de marché, et puisque je la comprends, je suis d'accord de l'utiliser. Parce que vous allez voir quand vous allez commencer à créer votre stratégie, mais que vous ne comprenez pas ce que vous faites, quand vous ne comprenez pas un indicateur ou une structure, bah derrière, ça va être très très compliqué pour vous de faire confiance à cette stratégie, même si vous avez de bonnes statistiques. Donc là, d'ailleurs, on va en parler, hein, création d'une stratégie. Comment est-ce qu'on crée une stratégie? euh, Bah oui, c'est quand même important d'avoir quelque chose sur quoi se baser. Et quand on commence de rien avec une feuille blanche, bah c'est plutôt compliqué en fait. Si on n'a pas de structure. Et vous allez voir que c'est finalement pas si dur, c'est même très simple. Donc déjà, il faut choisir l'unité de temps qu'on veut trader, que ce soit scalping, day trading ou swing trading. Donc ça, vous le faites en fonction bah, vous, de votre vie, hein. Vous n'allez pas vous mettre à faire du scalping. Si vous avez un travail à plein temps, vous n'avez pas de disponibilité, ou pas de temps, une famille chargée, etc. Euh, Par exemple, le scalping, ça va être sur des unités de temps qui vont être très courtes. Ça va se jouer sur des minutes, voire même des secondes, ou même en instantané des fois. Le day trading, ça va être un peu plus long. On va plutôt se baser sur des journées en fait. Quand vous prenez un trade en day trading, vous ouvrez votre position et à la fin de la journée, elle doit obligatoirement être fermée. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on appelle day trading. Donc par exemple, vous prenez une position qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Euh, voilà, ça va être un peu plus large. Et après, on a le swing trading qui va plutôt s'adresser aux investisseurs. Donc le swing trading, par exemple, vous allez prendre une position en septembre et bah, vous allez la finir, je sais pas, en fin d'année, par exemple, en décembre, ou même des années après. En tout cas, vous allez vous positionner à l'instant T et vous n'allez pas regarder évidemment les graphiques tous les jours. Euh, Chaque unité de temps va demander de l'investissement, un investissement qui sera différent. Pour du scalping, bah, oui, vous allez devoir regarder les graphiques tous les jours, parce que c'est votre travail et que chaque opportunité qui va se présenter, il va falloir la récupérer. En day trading, bah, vous allez regarder le graphique pas mal de fois dans la journée, même des fois toute la journée. Mais ce que vous allez faire, c'est que dès que vous avez une position qui est prise, là, vous n'avez plus forcément besoin de surveiller votre graphique, puisque vous avez déjà défini vos zones de stop loss et de take profit. Donc, vous pouvez largement prendre une position à 13 heures, par exemple, dans votre pause repas, si vous avez l'opportunité, et revenir le soir vers 18h, 19h, après être rentré du boulot, et vérifier si votre position était gagnante ou perdante. Et si elle ne l'est pas, bah, pouvoir la manager. En swing trading, on va regarder les graphiques une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, en fonction de ce que vous tradez. Vous prenez vos positions, et là, c'est des positions qui sont vraiment beaucoup plus larges, avec des profits qui sont plus larges, et des stop loss qui sont effectivement plus larges. Et là, vous allez surtout, en swing trading, vous intéresser à l'analyse fondamentale. C'est ce qui va primer pour vous. C'est pas forcément l'analyse technique, puisque vous ne regardez pas forcément votre graphique. Vous allez regarder les résultats d'entreprise, vous allez regarder les produits qui vont sortir, par exemple, etc., etc. Là où, par exemple, en scalping et day trading, vous allez plutôt vous focus sur les news de la journée qui vont impacter votre trading et sur les structures et l'analyse technique que vous allez observer au fil du temps. Donc une stratégie, une bonne stratégie, on va dire, enfin une bonne base de stratégie pour être correct, c'est d'avoir un indicateur de tendance avec un indicateur de momentum et une structure. Donc, vous allez définir la tendance du jour, vous allez définir le momentum du moment, et selon la structure que vous allez trader, vous allez entrer ou non dans votre trade. Donc, vous pouvez très bien prendre une EMA pour vous aider à établir la tendance du jour, plus un indicateur de momentum, un RSI par exemple, qu'on a vu juste avant, plus une structure, vous tradez les doubles bottom et les doubles top. Donc si les trois conditions-là sont réunies, vous pouvez prendre votre trade. Donc admettons que vous tradez le double bottom, eh bien dès que vous avez un double bottom avec un RSI qui est survendu et une EMA qui est en train de se retourner, qui est en train de changer de tendance, dans ce cas, vous pouvez prendre votre trade à l'achat. Et inversement, hein, pour le double top, si vous avez une EMA qui est en train de se retourner, euh, un double top bien formé et un RSI qui est en surachat, eh bien vous allez pouvoir vendre votre position. Là, c'est une stratégie que je vous donne comme ça, au hasard, qui doit sûrement marcher, je suppose,
puisque si vous faites vos statistiques et vous prenez seulement les trades à RR favorable, dans tous les cas, vous serez gagnant. Et en fait, une stratégie, ça peut être peu importe la stratégie, c'est une excuse, entre guillemets, et un prétexte pour prendre une position sur le marché. Il y a bien des gens qui tradent avec les phases de la lune, il y en a qui tradent selon une pièce, ils tirent à pile ou face. En tout cas, il vous faut un prétexte pour prendre une position et respecter les règles. Donc, vous allez évidemment définir votre entrée, c'est ce qu'on vient de faire, et ensuite votre trade profit et votre stop loss de manière réaliste, comme on a vu tout à l'heure. Donc derrière, la psychologie maintenant. La psychologie en trading, c'est fondamental. Au début, quand on commence, on se dit que c'est pas très important, mais ça fait 80% du job du trader. Puisque normalement, si vous avez une stratégie qui est établie, comme on vient de voir juste avant, et que vous la respectez, si vous avez des statistiques dessus et qu'elles sont favorables, eh bien vous devenez millionnaire. Sauf que c'est pas si simple, malheureusement. Et la psychologie intervient énormément là-dedans, puisque vous pouvez très bien avoir une stratégie rentable et pourtant perdre de l'argent. Et ça, c'est à cause de votre stratégie, de votre psychologie, pardon. Donc, on a pas mal d'émotions quand on est trader, et il y en a 4 principales qui vont ressortir. Il y a la peur, la frustration, la cupidité et l'euphorie. Et ces quatre émotions, bah en fait, elles vont à chaque fois avoir des conséquences sur votre trading qui sont différentes. Quand vous avez peur, par exemple, que vous savez que vous avez peur, bah votre trading il sera beaucoup plus complexé. C'est-à-dire que même si votre stratégie se représente, vous allez peut-être pas la prendre. Ou alors vous allez la prendre, mais vous allez hésiter à. Du coup, vous n'allez pas la prendre au bon moment. Et toutes ces petites erreurs, mis bout à bout, ça vous fait perdre de l'argent. Déjà, sachez que si vous prenez pas un trade, votre job c'est de prendre des trades. Hein. Si vous prenez pas un trade alors que votre stratégie est devant vos yeux, bah, vous perdez de l'argent. Si vous hésitez à prendre votre stratégie, vous la prenez trop tard, bah, vous perdez de l'argent, puisque vous perdez des profits. Et vous mettez en situation de risque. Après, on a la frustration, le tilt. Ça, c'est les joueurs de poker connaissent pas mal le tilt, par exemple. C'est quand bah, il y a des événements qui se passent sur le marché, ou même hein, dans votre vie extérieure au marché, des événements qui vous énervent, qui vous tiltent en fait, qui vous titillent à chaque fois. Par exemple, vous prenez un trade et il est perdant au dollar près et après il va dans votre direction. Ça peut être quelque chose si vous fait péter un plomb. Vous dites mais j'ai vraiment pas de chance, le marché est contre moi, etc., etc. Et cette frustration et ce tilt, c'est ce qu'il y a de plus dangereux en trading. C'est ce qui peut vous faire cramer un compte en un seul clic. C'est-à-dire que si vous enchaînez des perdants, vous êtes tilté, en un seul clic, vous pouvez vous dire, allez, c'est bon, ça m'a saoulé, j'envoie tout, et vous perdez tout. Alors là, c'est sûr que vous allez être soulagé parce que vous n'avez plus besoin de trader, mais par contre, vous n'avez pas vu tout votre thune. Donc vous n'avez plus rien. Terminé. Derrière, on a la cupidité. Donc la cupidité, ça va être l'envie de se refaire, par exemple. Ou alors l'envie de gagner plus. Donc admettons que vous êtes dans une position, votre position est gagnante. Tant mieux pour vous, vous êtes en train de gagner. Et vous vous dites, waouh, trop bien, je suis en train de gagner de l'argent, mais j'aimerais gagner un peu plus. Et donc vous achetez encore plus, etc., etc. Jusqu'au moment où en fait, au lieu d'avoir pris votre gain, vous allez juste rajouter à la position, mais sauf que votre moyenne commence à devenir chaotique et vous ne finissez pas perdre de l'argent. Donc il y a cette solution-là. Ou alors il y a l'autre option qui est, je suis en train de faire des gains, mais je suis pas satisfait de mes gains, donc j'attends. Et finalement, j'oublie mon take profit, je l'enlève et je sécurise pas mes gains. Et derrière, bah, le prix se retourne et vous prenez votre stop loss. Donc là, la cupidité, donc la greed, c'est ce qui va vous faire perdre de l'argent en ne gagnant pas, en ne prenant pas votre gain, en ne sécurisant pas votre capital. Donc là, vous perdez de l'argent en rendant des sous. Et à la fin, on a l'euphorie. Donc l'euphorie, c'est une émotion quand on vient de faire un gros trade, par exemple, on vient de gagner, voilà, vous venez de gagner énormément d'argent sur le marché, vous êtes très content. L'euphorie, c'est la deuxième émotion la plus dangereuse après la frustration et le tilt. Et j'ai même envie de vous dire que c'est la plus dangereuse, puisque quand on est énervé, on s'en rend vite compte. Quand on est euphorique, c'est dur de s'en rendre compte. Et quand on est euphorique sur le marché, on se laisse un peu pousser des ailes. Donc par exemple,
vous venez de gagner un gros trade, vous vous sentez invincible. Vous êtes invincible, rien ne peut vous arrêter, c'est parti, je mise la ferme. Voilà. Au lieu de, je respecte plus ma gestion du risque, donc je mise gros, et c'est là que je perds et que je crame mon compte. Ou alors, pas forcément cramer le compte, mais vous allez rendre tous vos profits, et derrière, vous passez de euphorique à frustré et à tilter. Et là, c'est encore pire. Passer d'un état à un autre. Parce que oui, c'est possible. En trading, on peut passer d'une émotion à une autre, comme ça, chaque seconde. Donc, il faut savoir les reconnaître, pas les combattre, mais les reconnaître. C'est très important. Donc, on ne rejette pas ces émotions, d'accord? On les accepte, parce que dans tous les cas, on est humain. On est des êtres humains, on a toujours des émotions, et le fait de refouler ces émotions, ça va juste empirer les choses, parce qu'une fois qu'elles vont vraiment sortir, elles sortiront un jour, c'est sûr. Le jour où elles vont sortir, ça va décupler vos erreurs. Donc en fait, il faut savoir reconnaître ces patterns émotionnels. Donc se dire, donc voilà, je suis devant mon graphique. Ok, là je vois que j'hésite à prendre mes trades, mais j'ai sûrement peur en fait. Le marché me fait peur aujourd'hui. Ou alors je suis pas très confiant, j'ai un problème. Mais déjà vous le reconnaissez et vous savez ce que ça va impliquer derrière. Donc quand vous êtes tilté, si vous reconnaissez votre tilt, c'est important d'arrêter votre session ou de prendre une pause. Donc vous prenez une pause et vous revenez plus tard. Vous êtes relaxé, vous êtes relâché et vous avez évité la catastrophe. Donc en reconnaissant ces émotions, on peut agir en fonction, on peut surtout être attentif à ce qui va se passer et ce qui risque de se passer. Et c'est comme ça qu'on va sauver son capital et conserver ses gains. Donc, après, on peut essayer d'avoir aussi des techniques avancées pour identifier les déclencheurs émotionnels. Donc, à quel moment euh, je sais que je vais être tilté, à quel moment je vais rentrer dans l'euphorie, etc. Donc, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure sur l'exemple, si vous êtes tilté parce que le prix, il vous a sorti au dollar près, vous avez pris votre perte au dollar près, et puis d'un coup il revient à votre take profit initial, bah ça, ouais, c'est vrai que c'est un élément qui des fois peut vous énerver. Donc si vous reconnaissez ce pattern-là, si dans votre tempérament vous savez que ça va vous tilter, vous prenez votre pause directement, avant même de reprendre un trade. Parce que vous savez que c'est bénéfique pour vous de prendre cette pause avant de recommencer. Par exemple, si vous êtes euphorique, vous savez que vous êtes euphorique à partir d'un certain montant. Ok, à partir de 500 dollars gagnés, je commence à vraiment être content, très content de ma journée, etc. Ok, bah je vais peut-être soit arrêter ma journée complètement si vraiment je suis très euphorique, soit pareil, je fais une pause et je reviens plus tard. Je vais faire un footing, je vais prendre mon 4 heures, j'en sais rien, jouer à un jeu vidéo, peu importe. Mais vous sortez du graphique et vous faites autre chose et vous revenez plus tard. Et encore une fois, ici, ça va protéger votre gain plutôt que protéger votre capital. Et si vous avez pris du gain, vous l'avez mis dans votre poche, terminé, je ne le rends pas au marché. Donc c'est important, résumé en gros, de comprendre que les émotions, elles sont présentes constamment, donc tout le temps dans la vie d'un trader, pour se confronter à vos émotions. Et pas forcément que devant les graphiques. Par exemple, si vous avez fait une mauvaise journée, peut-être que ça va affecter votre mental par rapport à votre vie de famille. Vous allez peut-être être exécrable avec votre femme, avec vos enfants, vous allez être irritable, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, rien que pour votre bien-être à vous et à vos proches, c'est important aussi de se dire, ok, là je reconnais telle émotion, je vais l'accepter, parce qu'il faut accepter les émotions, mais je vais travailler dessus, je la reconnais, je sais ce qui peut se passer, donc j'anticipe. Toujours une question d'anticipation en trading de toute façon. Et derrière, on a la discipline. Donc la discipline, c'est essentiel pour un trader. Et il y a il y a quelques piliers à comprendre pour être discipliné et pour vraiment toujours rester focus, par exemple, sur la gestion du risque. Donc on a le trading plan. Un trading plan, qu'est-ce que c'est? Ça va être une liste de choses. Euh, c'est votre plan d'action en fait, c'est votre carnet de route. Le carnet de route du trader. C'est ce qui va vous aider à naviguer sur les marchés, d'accord? Donc c'est comme un peu votre GPS. Donc vous allez établir des règles. Admettons, vous souhaitez, je ne trade que de telle heure à telle heure parce que je sais que je suis plus performant ces heures-ci. Je vais trader tel ou tel actif. Par exemple, moi je trade que le Nasdaq parce que je sais que c'est là où je suis le plus performant. Alors pourquoi m'embêter à aller trader autre chose? Ça n'a aucun sens. Derrière, on a une stratégie qui est établie aussi sur des règles strictes. Donc ça, on peut soit le retrouver dans le trading plan, soit ailleurs. Mais en tout cas, on peut se dire que dans le trading plan, je vais avoir
mes règles, ce que je vais trader, à quelle heure je vais le trader, quand est-ce que je vais m'arrêter par exemple. Admettons que je me dis, ok, à 500 $ de profit, j'arrête ma journée, je suis content. Mais il y a aussi la règle inverse. Ok, à 200 $ de perte, j'arrête ma journée, c'est pas grave, demain est un autre jour. Ces règles-là, il faut qu'elles soient cohérentes, évidemment. Vous pouvez pas vous dire, ok, je m'arrête, c'est ma journée, c'est 200 $ de profit, mais par contre, si je perds 4000 $, je m'arrête. En fait, c'est pas possible parce que si vous perdez 4000 $ et que par jour votre objectif c'est 200 $, il vous faut 3 semaines pour reprendre ce que vous avez perdu. Donc émotionnellement, c'est pas viable. Il vous faut quelque chose qui représente pas une part énorme de votre trading. Donc par exemple, si vous gagnez 500 $ et que vous perdez allez, 300 $, c'est un ratio qui est pas mal. Ça veut dire qu'en moins d'une journée, en moins d'une bonne journée, vous avez récupéré une journée perdante. Donc il faut que ce soit cohérent. Après, pour votre stratégie qui est établie donc, sur des règles strictes, donc là c'est ce qu'on a vu avant. Donc la stratégie, donc c'est euh, tendance, momentum, structure, pour faire simple. Euh, donc vous allez avoir ces règles-là que vous allez écrire, que vous allez détailler évidemment le plus possible et que vous allez visualiser. Et en plus de ces règles-là, vous allez avoir d'autres choses qui vont rentrer en compte. Donc ça va être des invalidations par exemple. Donc par exemple, je suis dans mon trade et j'observe tel ou tel pattern, telle ou telle structure, tel ou tel indicateur qui se renverse. Et dans ce cas-là, il faut couper la position avant même d'avoir atteint son stop loss, son take profit. Donc là, c'est une invalidation, par exemple. Après, vous pouvez avoir aussi des règles qui vont vous permettre d'ajouter à votre trade. Par exemple, vous avez tel ou tel indicateur, tel ou tel pattern qui vous indique que on continue dans ce sens-là. Alors très bien, je vais un peu ajouter à ma position pour augmenter mes profits et maximiser mes gains. Ça, c'est des règles qui sont très strictes, qui doivent être basées sur des statistiques euh, et qui sont hyper importantes à respecter. Et cette feuille de route va vous permettre chaque jour de la respecter en fait. Si vous n'avez pas de feuille de route, vous allez vous éparpiller. Là, ça vous permet, par exemple, avant votre session, vous pouvez regarder votre trading plan, vous pouvez regarder votre stratégie en détail, et vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui, cette stratégie-là, je vais la traiter, donc je vais consulter mes invalidations, etc. Et si vous avez un doute à chaque moment, vous pouvez toujours les consulter. C'est ce qui va vous aider à rester discipliné. Donc après, moi, je vous ai beaucoup parlé de statistiques. Les statistiques, c'est ce qu'il y a de plus important dans les stratégies. C'est ce qui va vous permettre en fait, d'avoir confiance dans votre stratégie et qui va prouver par A plus B que c'est rentable ou non. Donc vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même. Vous ne pourrez pas vous dire, ok, je traite ça parce que je sais que. Non, ou j'espère que. Il y a pas, on n'espère rien en trading. On sait que. C'est, je le sais parce que. C'est pas, je le sais parce que je le sens bien. C'est, je le sais parce que sur mes statistiques, j'ai 70% de win rate avec un RR moyen à 3, etc., etc. Donc quand vous avez vos statistiques qui sont établies et qui sont fiables, et une statistique qui soit établie et fiable, il faut qu'il y ait un échantillon large du trade. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi de commencer en compte démo. Donc quand on commence en compte démo, on peut là commencer à faire des statistiques. On fait une première statistique. Admettons, moi je pense que pour avoir des données qui sont fiables, il faut au moins 100 trades. Vous prenez 100 trades et vous regardez vos statistiques. Si sur les 100 trades ça fonctionne, alors c'est probable que cette statistique et cette stratégie soit rentable. Si au bout de 100 trades, vous voyez que ce n'est pas bon du tout, vous pouvez changer de stratégie. Si par contre vous voyez que vous êtes bon mais que c'est pas incroyable ou alors vous êtes presque bon, là vous pouvez vous dire ok je peux peut-être changer quelques détails et refaire encore derrière une batterie de statistiques pour établir ce rentable ou non. Alors ça c'est le plus gros du travail, c'est un travail qui est très fastidieux mais qui est très important à effectuer parce que c'est ce qui va définir votre rentabilité ou pas sur le marché. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail-là, c'est impossible de devenir trader, puisqu'en face de vous, je vous rappelle que vous battez contre les meilleurs du monde. Euh, ils ont le plus d'argent, le plus de connaissances, ils ont des meilleures machines, ils ont les meilleures infos, ils ont les meilleures infos avant vous-même, ils ont des algorithmes. Et comment vous voulez gagner si vous n'avez même pas fait le petit travail de statistique? Eux, leurs statistiques, ils les font tous les jours, tout le temps, en temps réel. Vous êtes obligé de les faire pour compétitionner. C'est obligatoire. J'insiste bien dessus parce que c'est très important et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font.
Je donne beaucoup de cours à des gens du monde entier, que ce soit des Américains, des Français, des Indiens, des fois. Et le point commun qu'il y a entre tous les gens qui ne sont pas rentables, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie basée sur des statistiques. Quand je leur demande la stratégie, ils en ont souvent une ou deux ou trois même, mais jamais de statistiques fiables sur la stratégie. Et à chaque fois, ça vient de là. Et quand on fait une analyse ensemble après poussée, on se rend compte qu'en réglant quelques détails, hein, des fois ça peut être vraiment, ça peut jouer à rien, et bien on devient rentable. Et derrière, ça aide à prendre confiance, ça aide aussi à accepter les émotions dont on a parlé juste avant, et vous êtes du coup beaucoup plus performant sur les marchés. Donc les caractéristiques d'un trader rentable, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est rentable, on va dire, sur du long terme. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui est éduqué. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il trade, qui sait comment il le fait, et qui a un panel de connaissances qui est pas forcément très large. On ne demande pas à quelqu'un de tout savoir. Personnellement, je ne sais pas tout. Il y a des choses, je n'aurais pas la réponse sur certains indicateurs un peu farfelus, par exemple. Mais par contre, je suis expert dans mon domaine. Et ça, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être expert dans votre domaine et de toujours faire la même chose, d'être toujours expert sur ça. Par exemple, je suis expert en order flow, c'est ce que je trade tous les jours. Je ne vais pas m'embêter à être expert en autre chose si je ne le trade pas. Donc pour moi, c'est l'order flow, le scalping, je suis expert là-dedans, des trading aussi, mais surtout l'order flow. C'est des choses que je connais par cœur et je pourrais vous en parler pendant des heures. Ensuite, il faut un plan de trading. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Le trading plan de trader, voilà, c'est sa base, c'est son carré de route. Il y a tous les traders qui ont un trading plan. Ça évolue évidemment un trading plan. Par exemple, vous pouvez avoir un trading plan que vous écrivez maintenant, peut-être que dans un an, il aura changé. Personnellement, mon trading plan, il change tout le temps. Puisque je m'adapte, je me réadapte, etc., etc. Il faut toujours s'adapter en trading. Ensuite, la gestion de risque doit être parfaite, effectivement. Là, si on doit vraiment être parfait, c'est sur la gestion de risque. On n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur en gestion de risque, elle est fatale. Vous pouvez pas, pour en faire une comparaison, mais vous pouvez pas demander à quelqu'un d'avoir une gestion de risque approximative lorsqu'il travaille sur un réacteur nucléaire, par exemple. Sinon, la catastrophe, c'est quoi? C'est juste le réacteur qui explose et c'est terminé. Donc là, c'est pareil. C'est votre compte qui explose. Et si votre compte explose, pour le coup, c'est vraiment terminé. Et vous pouvez vraiment finir mal. Il y a des gens qui perdent tout, qui perdent leur maison, qui naissent sous un pont, qui perdent leur femme, qui perdent tout à cause du trading. Donc ça, faut être très attentif. Ensuite, la discipline, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. La psychologie affûtée. Donc, psychologie affûtée, c'est savoir se connaître, reconnaître ses émotions. Donc là, en fait, on fait un petit résumé de tout ce qui est très important pour un trader et des grandes qualités. Mais savoir reconnaître ces patterns émotionnels, c'est primordial parce que ça va vous éviter les erreurs et ça va vous confirmer que votre gestion du risque est parfaite. Dans la gestion des risques, si votre psychologie elle est irréprochable, déjà c'est gérer votre risque, puisque vous allez éviter d'être excité, d'être euphorique. Enfin, en tout cas, vous allez l'être, mais vous allez le reconnaître. Et du coup, vous allez agir en conséquence. Ensuite, l'analyse technique fondamentale développée. Donc ça, effectivement, c'est l'expérience que vous allez vous faire sur les graphiques. Donc reconnaître des patterns, utiliser vos indicateurs, savoir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas pour vous, etc. L'analyse fondamentale, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus pour les gens qui sont investisseurs ou swing traders, plutôt que l'analyse technique. L'analyse technique qui va vraiment se retrouver chez les traders et les scalpers. Toujours une remise en question permanente. La remise en question, c'est pas de se douter de soi-même. Ça, c'est pas bon de toujours douter. Mais par contre, il faut toujours se demander, est-ce que ce que je fais est cohérent? Toujours savoir si votre stratégie, elle est rentable ou pas. Parce qu'une stratégie peut être rentable pendant des mois, et puis d'un coup ne plus l'être. Et là, il faut avoir la présence d'esprit d'aller voir ces statistiques, de toujours fouiller, de dire, ok, là, depuis un certain temps, ça marche plus, on va essayer de trouver pourquoi. Et cette remise en question, c'est pas négatif, c'est plutôt pour se construire. Et se construire, que ce soit en termes de technique ou en termes de psychologie. Donc ça va avec l'adaptabilité, donc s'adapter au marché. On s'adapte au marché, c'est qu'on reconnaît que par exemple le marché a changé, la stratégie n'est plus viable, je vais en utiliser une autre. Moi personnellement j'ai plusieurs stratégies que j'adapte en fonction du type de marché. Admettons que aujourd'hui ce soit un marché qui soit très tendancieux, donc qui soit haussier, soit baissier, eh bien j'ai des stratégies qui vont s'adapter aux tendances. Par contre, si c'est plutôt dans un range, c'est indécis au niveau de la tendance,
bah oui, j'ai des stratégies aussi qui vont fonctionner plus dans ce niveau-là. Et donc, je ne vais pas utiliser mes stratégies de tendance quand elles ont moins de chances de fonctionner. Donc, c'est ça l'adaptabilité d'un trader. Et l'information continue, bah, les marchés changent tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses. Il faut toujours apprendre, lire des bouquins, etc. C'est hyper important, toujours se former. Si on veut rester au top niveau, il faut s'entraîner tout le temps. Donc c'est comme si vous demandez bah, un basketteur professionnel qui évolue en NBA, d'un coup bah, de ne plus s'entraîner, de jouer que des matchs. Ah bah au bout d'un moment, il va se faire dépasser par les autres et puis il va plus gagner. Là c'est pareil pour un trader. Vous devez toujours vous former tout le temps, pour rester au top niveau et toujours pouvoir compétitionner sur les marchés. Donc les caractéristiques d'un trader rentable, en fait, je vous ai fait cette liste là pour vous résumer un peu ce qu'on a vu ensemble. Et c'est pour conclure ce cours. Donc c'est très simple, hein, évidemment, c'est de l'introduction au trading rentable, entre guillemets. Mais derrière, il y a énormément de choses à parcourir, énormément de domaines à étudier. Et derrière, c'est en fonction de vos propres goûts. Euh, Là, on a fait de l'ultra généraliste, mais si vous voulez vous spécialiser dans tel ou tel domaine, il va falloir aller chercher dans les bouquins ou dans des formations, etc. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Euh, et effectivement, alors malheureusement, quand quelque chose est gratuit, en général, bah dites-vous que tout le monde l'a pu le voir et que c'est pas ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Quand quelque chose est payant, bah c'est embêtant, hein, on n'a pas tous envie de mettre trop d'argent dedans, mais on est un peu obligé puisque ça veut dire qu'il y a de la valeur derrière et que pas tout le monde aura accès à cette valeur-là. Donc si vous voulez compétitionner sur les marchés, faites attention aux caractéristiques d'un trader rentable, formez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible, vous pouvez me contacter et je vous répondrai, il y a pas de problème. C'est assez dense comme cours, mais n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez des petites zones d'ombre. Puis bon, voilà, je me ferai un plaisir de vous éclaircir. Allez, à bientôt.